Bonjour à tous, Franck Muller, ici Lyon, ravi de vous retrouver. Nous sommes samedi 21 novembre. Alors, avant d'attaquer le menu que j'avais préparé, une dernière nouvelle s'est glissée. Après le groupe Ferrero, Decathlon cède aussi au militantisme de gauche du collectif Sleeping Giant. Et donc, Decathlon va retirer ses publicités sur CNews pour Noël. D'ailleurs, ce groupe d'influence, les Sleeping Giants, qui eux-mêmes annoncé sur Twitter, ils ont déclaré que le groupe Decathlon retirerait ses publicités de la chaîne de télévision CNews, donc groupe Canal+, pour Noël et songerait à le faire pour tout 2021. Ce collectif citoyen, qui a pour but de retirer petit à petit les sources de revenus publicitaires de médias qu'il a identifiés comme des propagateurs de haine, a lâché que l'orientation délétère de CNews ne pouvait plus être ignorée. Et il y est aussi écrit dans ce tweet, parce que de plus en plus de marques ne veulent plus financer la propagation de ces discours. Voilà. Donc Decathlon a bien retiré en cette fin d'année des spots télévisés de pub de cette chaîne. Bien entendu, cette décision a été prise en réponse à la controversée émission Face à l'info avec son chroniqueur star, Éric Zemmour, qui donne chaque jour son approche de l'actualité. Je tiens à vous rappeler qu'il y a un an, l'émission a dû commencer avec une base de 200-250 000 spectateurs en audience. Et ils ont fait une pointe la semaine dernière à 800 000. Il faut croire que les gens y trouvent leur compte. Je tiens quand même à rappeler que dans cette émission, il y a Éric Zemmour, effectivement, avec des propos francs, directs. Mais enfin, il suffit quand même d'aller dans les prisons pour voir le curriculum vitae des personnes qui y sont. Et on peut quand même s'apercevoir qu'il y a beaucoup de gens qui sont issus, statistiquement, de communautés suédoises. D'accord ? C'est tout. C'est tout. Ah oui, mais ils sont défavorisés, ils vivent dans des banlieues. Voilà. D'accord ? Bon. Vous savez ce que j'en pense ? Voilà. Alors, donc évidemment, les propos d'Éric Zemmour sont jugés comme des discours de haine parce qu'il s'en prend aux médias qui véhiculeraient certains discours. Et puis ces propos sont jugés racistes, sexistes, xénophobes, homophobes ou antisémites. Ah ben ça, Éric Zemmour est antisémite. Mais, il n'est pas juif, Zemmour, mais bon. C'est un groupe donc de Sleeping Giant. C'est un groupe de cyberactivistes qui s'est créé dès le lendemain de l'élection présidentielle américaine de 2016, dont Donald Trump était sorti gagnant. Et depuis, c'est répandu en France. N'hésitez pas à s'en prendre au site d'information de Robert Ménard et Dominique Jamais, qui s'appelle Boulevard Voltaire, mais aussi à Valeurs Actuelles, dont la ligne éditoriale serait au niveau des pires blocs extrémistes de la toile, et donc à CNews et Paris Première. D'ailleurs, l'année dernière, Sleeping Giant avait déjà frappé fort. Le groupe Ferrero avait ordonné à la chaîne Paris Première de ne plus diffuser ses publicités avant le passage d'Éric Zemmour à l'antenne. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, Decathlon, une chaîne qui fait travailler des enfants dans ses usines de sous-traitants en Chine, comme dans toute l'Asie. Je pense qu'ils n'ont pas des leçons à donner en matière d'humanité, je pense. Et puis, si le nombre de téléspectateurs a quadruplé pour CNews, c'est que les gens y trouvent un intérêt. Et je le répète toujours, il y a toute une brochette d'intervenants à côté, autour de Zemmour, qui parfois le contredisent, parfois ils échangent, mais en tous les cas, c'est toujours très 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 intéressant. Que ce soit au niveau historique, économique, etc. etc. C'est toujours très très enrichissant. Et si vous commencez à regarder, vous avez du mal à vous détacher de cette émission, parce qu'il y a toujours des infos, des infos vraies. Ça peut être sur la politique, sur l'économie, sur le mondialisme. Ne me dites pas que l'avenir est dans le mondialisme et qu'on doit fermer toutes nos usines et puis faire comme Decathlon, faire tout venir de l'Asie. Bon, voilà.
Voilà ce que j'en pense. Donc, écoutez, Décathlon, vous inquiétez pas. Pour Noël, on n'ira pas vous voir. Et puis Ferrero, tes merdes en chocolat avec de l'huile de palme, tu te les gardes. Et puis ta pâte à tartiner Nutella. Maintenant, il y a des copies qui sont nettement mieux, avec non pas de l'huile de palme, mais d'autres matières premières, plus nobles. Et voilà, hein, alors vos trucs, vous les gardez. Et puis c'est tout. Bien. Alors, c'est absurde. Les Allemands, il y a un hebdomadaire allemand, Die Zeit, paru le 12 novembre, qui nous dit « Bienvenue en Absurdistan ». C'est pas nous les patriotes, nous les souverainistes qui le disons, nous les opposants à Macron, c'est le jugement de l'Allemagne. Je rappelle, j'ai vu une vidéo de Nicolas Dupont-Aignan qui nous rappelait, suite au Covid, nous avons 700 morts par million d'habitants, l'Allemagne en a 160 par million d'habitants, et le Japon 15. Je vous rappelle quand même qu'en Allemagne, les médecins ont le droit de prescrire l'hydrochloroquine, de l'azithromycine, etc. Ils ont le libre choix de prescrire ce qu'ils veulent, et ma foi, ils ont quand même pas mal de passé de doses, il me semble, au printemps de chloroquine. Hein. J'avais vu un article passer là-dessus, ils en avaient quand même passé. Hein. Voilà, bon. C'est tout. Bon, il y a 2 fois plus de lits de réanimation, ils sont beaucoup plus organisés, et ils ont 4 fois moins de morts. Je ferme la parenthèse. Donc, le jugement du journal, de la journaliste, oui, est très très sévère. Hein. Elle juge sévèrement les applications concrètes de la politique française de confinement. Et décidément, d'ailleurs, Macron n'a pas la cote auprès d'une large partie de la presse étrangère ces temps-ci. L'autre dimanche, il s'expliquait auprès du New York Times la vision française de la laïcité, regrettant qu'elle soit vilipendée ou incomprise par les médias anglo-saxons. Mais jeudi dernier, donc, c'est tout un autre plan que le donneur allemand Die Welt brocardait, et c'est sur un autre plan, effectivement, c'était sur la gestion sanitaire de la crise du Covid et les modalités du second confinement. Donc, cette dame, la journaliste, Annika Joares, elle nous dit, elle rebaptise la France Absurdistan. Il dénonce tour à tour la pratique des auto-attestations, le retrait des produits non essentiels par des grandes surfaces, restant, elles, quand même ouvertes. Un président de la République qui est décrit comme quasi-monarchique, accusé de faire passer le Conseil de défense par-dessus la tête du Parlement. Donc, évidemment, bien entendu, on relate des décisions prises sans consulter les citoyens. Et voilà, elle a dit, ce qui m'a le plus frappé, c'est celui d'une petite dame âgée de 93 ans à Biarritz qui voulait nager pour soigner la maladie douloureuse des jambes dont elle souffre et qui en a été empêchée par 4 policiers. C'est absurde. Ben oui. La pauvre dame, elle est toute seule dans l'eau. Comment voulez-vous qu'elle puisse contaminer d'autres personnes? Enfin bon. Donc, pour cette journaliste, les règles françaises sont uniques en leur genre. La limite d'1 kilomètre de déplacement imposée aux gens. Les auto-attestations pour acheter une baguette ou aller chercher ses enfants à l'école. On ne voit ça nulle part. Des décisions sont prises sans consulter les citoyens. On voit le résultat, c'est que la confiance en Macron est au plus bas. Alors, c'est très bizarre parce que soi-disant qu'il y a des instituts de sondage qui ont dit que les gens appréciaient Macron, ils montaient dans les sondages. C'est les mêmes qui ont donné Trump perdant, à mon avis. Enfin bon, voilà. Donc elle nous dit, ces mesures absurdes diminuent la confiance dans les mesures nécessaires. Quant à elle, estime-t-il, ce journaliste qui a mis le doigt là où ça fait pas mal, mais c'est toujours intéressant parce qu'on nous montre toujours l'Allemagne en exemple. Hein, ils font tout mieux que nous, ok. Et bien justement, on apprenait, d'ailleurs Zemmour en avait parlé, Madame Barbara Pompili vient nous dire, ministre de l'écologie, attention, cet hiver, il va y avoir des coupures d'électricité. Pardon? C'est-à-dire que la France, qui grâce à sa politique, notamment sur les barrages, avec la Compagnie nationale du Rhône, vous avez, je ne sais plus combien, il me semble, 170 barrages sur nos rivières, sur nos fleuves, qui fournissent de l'électricité pratiquement gratuite et écologique. C'est simplement le mouvement de l'eau. Nous avons, grâce à notre programme de centrales nucléaires, ok, c'est du nucléaire, mais ça ne pollue pas l'atmosphère, c'est déjà ça. Même si un jour ça pourra polluer nos sols, mais pour l'instant ça ne pollue pas. Eh bien, figurez-vous qu'ils ont fermé Fessenheim pour faire un acte simplement politique, mais du coup,
on a ouvert, je crois, sous réserve, hein, il me semble avoir entendu parler de 4 centrales à charbon. C'est-à-dire qu'on pollue plus au niveau du CO2, parce qu'on est obligé de faire tourner des centrales à charbon pour attraper donc Fessenheim qui est fermé. Et malgré cela, nous aurons des coupures cet hiver. Alors que les hivers précédents, on exportait notre courant, et donc on dépannait la Belgique ou l'Allemagne, peut-être l'Espagne, je ne sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un truc de fou, c'est-à-dire on prend des décisions politiques, mais quand vous, en plein hiver, vous allez vous retrouver pendant 2 jours sans électricité, sans pouvoir manger chaud, sans pouvoir vous chauffer, parce que tout sera électrique, eh ben, vous pourrez dire merci Madame Pompili pour toutes les conneries que vous avez débitées, et bravo d'avoir fermé Fessenheim. Je ne dis pas que l'énergie nucléaire c'est la panacée. Il faut certainement améliorer le procédé, et surtout au niveau du traitement des déchets, mais en tous les cas, on ne ferme pas avant d'avoir des solutions de rechange, alors qu'on a de plus en plus d'habitants et de plus en plus de besoins énergétiques. Bon. Mais enfin bon. Madame Pompili, voilà. On en vient de nouveau... Ah oui, j'ai eu l'occasion de voir passer une vidéo qui venait du Danemark. Personne ne parle du Danemark. Ils ont voulu passer des lois liberticides. Donc, test obligatoire, vous restez en quarantaine, je ne sais pas si on ne vous plaçait pas dans des établissements si vous étiez contaminé, et on voulait vous vacciner obligatoirement, enfin bon. Et en fin de compte, tout le monde est descendu dans la rue, et ça a duré 1 semaine. Et alors, les projets de loi ont été carrément retirés. Voilà. Donc, le peuple dans la rue s'est mobilisé, et tout a été arrêté, alors que c'était des mesures vraiment très très... Voilà, vous restez chez vous, vous n'avez pas le droit de sortir, on va venir chez vous pour constater ce que vous faites, enfin, des trucs dingues. Et ben voilà. En Danemark, ils ont la liberté. Et d'ailleurs, en parlant de trucs dingues, le député SPD allemand Karl Lauterbach a demandé le contrôle des mesures sanitaires chez les particuliers par des descentes de la police allemande. Et oui, donc l'inviolabilité du domicile garantie par la loi allemande est selon lui inférieure aux impératifs de santé, et il demande donc la suppression des libertés fondamentales. Voilà, complètement incroyable. C'était dans Die Welt et le journal anglais The Guardian. Voilà. Bon, vous savez très bien qu'on vous raboche à longueur de journée que le Covid ne partira pas, qu'il reviendra, qu'il y aura une 3e vague, une 4e vague, etc. Je tiens quand même à rappeler que l'Europe, Bruxelles, a signé un accord de 1 milliard de dollars pour l'achat de vaccins Remdesivir, alors que toutes les études montrent son inefficacité, et que l'Organisation mondiale de la santé a sorti un communiqué au mois de novembre disant que ça servait strictement à rien pour le Covid, de toute façon que le produit n'avait jamais servi à grand-chose, et voilà. Donc on a dépensé 1 milliard avec l'argent du contribuable pour faire plaisir à des copains, et voilà, je crois qu'il y a eu des magouilles. D'ailleurs, le professeur Raoul a lui-même dit devant moi, devant Macron, quelqu'un de chez Remdesivir a dit écoute, tu vas me commander à Véran, tu vas me commander du Remdesivir, vous pouvez toujours essayer pour voir si ça marche. Bon, voilà. Rappelons que le Remdesivir a rapporté déjà 900 millions de dollars et que le chiffre d'affaires a augmenté de 17%. Bien. Le même Olivier Véran a mis du temps. Il me semble que ça commence tout doucement, mais enfin, il y a bien longtemps qu'il aurait dû faire ouvrir les cliniques privées qui n'attendaient que ça, qui disposent quand même de 115 000 lits supplémentaires. Voilà. Et comme ça nous permet de dire on est débordé, le système public ne tient plus, il faut repousser les murs dans les hôpitaux pour accueillir les malades. Mais oui, bien sûr. C'est le premier à avoir fait supprimer, on continue toujours de supprimer des lits. D'ailleurs, j'ai quelque chose là-dessus. J'y reviendrai peut-être. J'avais dans mes petits papiers, mais bon, je ne sais plus. J'avais un petit tableau. J'avais un joli petit tableau. Voilà. Oh, j'ai un petit tableau. Oh, j'ai un petit tableau là. Oui, la fermeture de lit là. Voilà. Moins 68 000 lits en 15 ans. Et pendant Macron, de 2017 à 2018, moins 4 000.
avec Hollande, moins 17 000, et de 2003 à 2013, moins 46 000. Voilà, merci les grands hommes d'État. Ah non, hommes politiques. Je vous ai dit qu'un homme politique pense surtout à la prochaine élection, alors qu'un homme d'État pense à la prochaine génération. Donc évidemment, à cause du confinement, la pauvreté s'est accélérée en France. Il y aurait plus d'1 million de pauvres en plus. Le gouvernement doit gérer un recours massif à l'aide alimentaire alors que des centaines de milliers de personnes sont tombées dans la précarité selon des associations. Dans la ville d'Annecy, tous les commerces à vendre ont mis comme contact le numéro de téléphone de l'Élysée. Plus de 400 commerces ont accroché sur leur vitrine une affichette à vendre avec le numéro, non pas d'une agence, mais le numéro de l'Élysée. Voilà. Je vous ai apprendre 2 choses. Ils ne sont pas courts d'imagination. Tout le monde est pendu, plus de recettes, plus de chiffre d'affaires, que des charges. Figurez-vous que on va nous mettre une taxe sur les enfants de 3%. Je vous explique. Bercy doit inventer de nouveaux impôts. La dernière trouvaille de ces technocrates, en termes d'impôts, touche directement les enfants. Ce n'est pas un impôt sur le nombre d'enfants, c'est plus vicieux que ça, c'est un impôt sur les jouets que vous allez obligatoirement leur acheter pendant au moins une quinzaine d'années. Et on appelle ça taxe sur le recyclage. Donc, on paye déjà une TVA. Non, mais le gouvernement prépare une éco-contribution sur les jouets. Concrètement, l'idée est d'appliquer une participation de 3% sur chaque jouet vendu. Voilà. Donc, les fabricants participeraient ainsi au recyclage de ces produits. Voilà. Une taxe qui pourrait surtout être répercutée sur le prix de vente aux consommateurs ou avoir des conséquences concrètes sur l'emploi dans ce secteur. Et en parlant de taxes, on continue. Après cette taxe sur les jouets, il y a une nouvelle idée, c'est sur les casques audio, c'est-à-dire un impôt, un impôt sur les produits qui transmettent le son. C'est-à-dire que, après la redevance TV sur les smartphones et ordinateurs, les députés En Marche souhaitent instaurer une taxe inédite sur les produits bien spécifiques, les matériels destinés à l'écoute de contenus sonores. Ces membres de la majorité ont déposé un amendement dans ce sens au projet de loi de finances rectificative 2020. Cette taxe équivaudrait à 1% du prix de vente hors taxe de l'appareil et serait directement prélevée aux entreprises, quel que soit le lieu d'établissement commercialisant en France les matériels destinés à l'écoute de contenus sonores. En d'autres termes, les mini-enceintes connectées, HomePad, mini Apple, les platines vinyles, les casques audio, etc., les chaînes hi-fi seraient donc concernés par cette taxe. Voilà, on paye déjà tant d'impôts, mais chaque année, c'est une pluie de nouvelles taxes venant de ces enfoirés d'En Marche. Voilà. Et en plus, cette taxe va elle-même se superposer à la taxe de la copie privée. Donc, encore une fois, un double impôt. Merci En Marche. J'en peux plus des taxes, je reprends mon souffle. Je reviens tout de suite vers vous. Merci. Bien. Alors, on va repartir sur quelques petites statistiques. Jeff Bezos, en 2020, sa fortune a atteint 200 milliards de dollars. En 2018, la fortune des 30 000 Français les plus riches a augmenté de 27%. Françoise Bettencourt, pour L'Oréal, en 2020, sa fortune a dépassé les 66 milliards. Et pourtant, en 2020, 100 000 postes manquent dans les hôpitaux publics. Bernard Arnault, en 2020, a engrangé 524 millions d'euros de dividendes. Et oui, et en 2020, 1 million de personnes supplémentaires passeront sous le seuil de pauvreté en France. Quant à M. Gérard Muliez de Auchan, en 2020, il a pu licencier 2467 salariés à moindre frais. Et oui, et depuis 2010, la fortune des milliardaires français a augmenté de 439%. Eh bien, c'est beau le progrès, hein ? Alors, quand tous les cafés auront fermé, il restera les Starbucks. Quand tous les restaurants auront mis la clé sous la porte, il restera les McDo. Quand tous les épiciers du coin auront descendu leur volet, il restera des Carrefour. Quand tous les petits magasins de mode auront posé une affiche à vendre sur leur devanture, il restera Zara, Zalando, Etam, etc., etc. Quand tous les libraires auront remisé leur pile de livres dans les cartons, il restera Amazon. Voilà. Une petite question, je pense à une chose sur les virus. Mais si le virus était si violent, tous les contrôleurs SNCF et toutes les caissières de supermarchés devraient être mortes depuis le mois d'avril 2020, il me semble. Parce que, peut-on m'expliquer pourquoi il est sain d'attendre à 50 personnes à une caisse d'Auchan ou de Carrefour, à quelques centimètres les uns des autres, hein. Allez, on va être gentil,
Ce matin, je me le suis fait, hein, à l'hypermarché. Ouais, un petit mètre, 80 centimètres, hein, on va dire. Et encore. Voilà. Mais par contre, les librairies, elles, qui sont déjà pas très fréquentées, doivent être fermées. Hein. Par contre, ça ne m'empêche pas d'aller chercher mon magazine au bureau de tabac. Et on a les gens, les uns sur les autres, qui viennent chercher leur paquet de cigarettes, dont 90% repart pour les caisses de l'État. Mais ça, c'est pas grave. Comme je vous ai dit, l'alcool et le tabac, ce sont des amortisseurs sociaux pour que les gens aient leur drogue. Sinon, ils descendraient dans la rue. Alors, on va parler un petit peu des médias et de l'histoire de Trump. En fin de compte, Joe Biden, c'est le candidat de Facebook, de YouTube, de Google. Hein. Donc, tous les comptes des partisans de Trump, et donc, vous apercevez, récemment, je pense que vous avez dû voir des vidéos, le patron de Facebook, le patron de Twitter ont été convoqués par le Sénat, qui leur a posé des questions. Et qui leur a dit, mais écoutez, quand on parle de fraude, etc., c'est des choses plausibles, c'est pas des fake news, pourquoi vous les supprimez, hein. Voilà. Donc, tous les comptes qui parlaient de ces fraudes étaient systématiquement censurés. Voilà, c'est un petit peu Orwell avec un peu de retard. Voilà. Hein. Je suis en train de réfléchir. Oui, effectivement, la censure est devenue maintenant mondialement visible lorsque Twitter a effacé les tweets de Trump. Il est quand même président des États-Unis. Et surtout le compte d'un journal très très populaire qui s'appelle le New York Post, le journal préféré des New-Yorkais. Donc il fallait le faire. Hein. Et vous savez, en fin de compte, ça montre la puissance de ces grands patrons, de ces grandes multinationales qu'on appelle les GAFA. Tout cela pour empêcher de découvrir le scandale de l'ordinateur de Hunter Biden. Il fallait absolument protéger le candidat Biden, y compris au mépris des libertés d'expression les plus basiques. C'est-à-dire que Hunter Biden c'est le fils qui a fait des tas de magouilles avec son père, notamment en Ukraine, enfin des marchés, des contrats de pétrole, etc. Et cet imbécile a emmené son micro-ordinateur à réparer, mais il n'a pas enlevé le disque dur, ce qui fait qu'en fin de compte, le réparateur a tout de suite compris ce qu'il en était, et a fait 2 copies, une pour les journaux et une pour lui, et voilà. Et l'information s'est répandue, donc on a connaissance de certaines choses. J'ai même vu, je crois, il n'y avait pas une histoire avec la fille Obama. Oui, avec la fille Obama, de mémoire, hein, j'ai vu ça. Alors, on voyait une carte de CB au nom de la fille d'Obama en train de pousser une ligne de coke de poudre blanche. Bon, enfin bref, c'était dans l'ordinateur du fils Biden, qui est donc voilà, un fêtard et qui donc magouille et qui fait l'intermédiaire en des sociétés chinoises, mais c'est même pendant la vice-présidence de Biden du temps d'Obama. Et tout cela a été censuré, parce qu'il ne fallait surtout pas que ça s'ébruite, que Biden touchait une commission de 10% sur toutes les opérations que faisait son fils au travers d'une société de pétrole, d'énergie, enfin bon, voilà, tout ce qui peut se faire quand on commence un petit peu à bidouiller dans des pays nouvellement libérés de l'emprise russe, on va dire, hein, voilà. Et c'est ainsi. Hein. Ce qui est marrant aussi, c'est que si vous comparez le monde qui a touché, je crois, qui touchait 2 millions, mais je ne sais même pas si une année, c'était pas 4 millions de dollars de Bill Gates, hein, rappelez quand même. Hein. Vous savez, quand Trump a gagné en 2016, on a dit oui, il y a des fraudes, éventuellement des fraudes sur un vote électronique en faveur de Trump. Oui. Et puis en novembre 2020, les accusations de fraude en faveur de Biden ne sont pas fondées. Alors, si on raisonne à la française, oui, peut-être Biden a eu plus de voix que Trump. Mais il faut se projeter dans le système électoral américain, où ce sont des grands électeurs. Hein, et parfois, pour 500 voix de plus,
vous raflez tous les électeurs de l'État ou du comté, etc. C'est comme ça, c'est leur système à eux. Hein. Et rappelez-vous quand même que Trump, alors qu'il est soi-disant décrié, que plus personne ne veut de lui, il a eu, je crois, pratiquement 62 millions de voix, je crois. Hein. Il a eu pratiquement 10 millions de plus qu'il y a 4 ans, quand il a gagné. Donc avec 10 millions de voix de plus, cette fois-ci, il a perdu. Ça veut dire que les autres, ils ont vraiment chargé un maximum pour le faire sauter. Hein. Voilà. Hein. Alors évidemment, on peut quand même se poser des questions. Il y a eu des cartons sur les vitres des bureaux de vote. Les républicains n'ont pas pu assister au dépouillement. Il y avait quand même 400 millions de dollars payés par Zuckerberg, donc le patron de Facebook, pour payer les employés des bureaux de vote. Voilà, hein, je crois que j'en avais déjà eu l'occasion d'en parler. Voilà. Soros a donné 50 milliards pour la campagne des démocrates. Le fils Soros est Alexandre, il s'appelle, est un bon ami de Kamala Harris, la vice-présidente. Voilà. Il faut se rappeler quand même que... Par exemple, le journal Le Parisien nous dit Trump est de plus en plus seul dans son monde, mais des dizaines de milliers de personnes ont défilé pour manifester leur soutien à Trump. Hein, voilà. Quand vous voyez le monde qu'il y avait dans les stades, il y avait au moins 5 fois ou 10 fois plus de monde que pour les meetings de Biden. Voilà. Hein. Qu'est-ce que je dis 72 millions de suffrages. Voilà. Ouais. Et sur Twitter, le président Trump a 89 millions d'abonnés et Biden en a 18 millions. Donc, ça remet un petit peu en considération. Hein, vous voyez. Voilà. Hein. Bon, de toute façon, le mouvement n'a pas été très, très important, puisque les républicains, je crois, gardent la majorité au Sénat, et dans ce qu'on appelle la Chambre des représentants, ils ont récupéré, on va dire, 6 députés, quoi, 6 représentants. Voilà. Hein, voilà. Alors, on peut se poser, on voit de tout, hein, on voit, bon, j'attends de voir. Mais là, j'ai vu un article, je vais vous le lire un petit peu, bon, je vais en tirer quelques éléments. Les médias semblent étonnés de cette tournée du ministre des Affaires étrangères américain Mike Pompeo, car il estime que le président Donald Trump a perdu les présidentielles américaines et donc n'a plus qu'à régler que les affaires courantes et ne plus engager de nouvelles négociations politiques, vu que c'est le nouveau président qui doit désormais faire les choix pour les États-Unis. Alors on se pose la question si les médias croient vraiment à leurs mensonges sur cette élection présidentielle, soit ils ne sont pas encore au courant que Trump est toujours président. Hein. Alors, c'est très bizarre, parce que pourquoi Mike Pompeo a fait une tournée hein, Nous voyons sur les photos de réunion que Mike Pompeo a les mains croisées, ce qui indiquerait qu'il ne vient pas négocier, mais il semblerait qu'il soit là pour donner des directives. Pour donner des directives, il faut être en position de force, avoir des éléments pour faire chanter et obéir son interlocuteur. Bien sûr, l'erreur de féliciter le représentant du nouvel ordre mondial, M. Biden, a été une faute magistrale qui démontre pour qui travaille Macron. Voilà. Alors, il y a quand même plusieurs détails. Moi qui vais à droite, à gauche, quand même sur des sites un petit peu d'origine étrangère, les forces spéciales américaines ont saisi les ordinateurs qui gèrent les votes des élections américaines dans certains locaux à Francfort. Ils étaient accompagnés de gendarmes allemands. Voilà. Alors, il y avait une société espagnole spécialisée dans la gestion des élections, dont les données sont enregistrées sur des serveurs à Francfort. Voilà. Donc, les ordinateurs... c'était peut-être certains avaient aussi servi pour les présidentielles françaises. Alors tout de suite, si on divague pas en disant qu'elles ont servi pour les élections pour Macron, bon, je ne sais pas. Mais il y a eu des fraudes dans plusieurs pays grâce à des ordinateurs, des algorithmes et voilà. Alors il se dit aussi que il y avait un décret qui était passé le 12 septembre 2018 qui permet la saisie totale des biens des traîtres, c'est-à-dire des personnes qui auraient magouillé dans des élections avec la saisie de leur fortune. Donc on pense à Bill Gates, Soros, le patron de Facebook, etc. etc. Et c'était une loi qui était passée d'une façon inaperçue, mais
c'est un piège. Dans la mesure où vous vous apercevez que le résultat de ces élections est passé par Internet et allé sur des serveurs à l'étranger, donc qui peuvent être sensibles à des magouilles, à des transformations, à des modifications d'algorithmes pour faire basculer des voix à gauche ou à droite, c'est pas normal. Je veux dire, le flux des informations n'a pas à aller à l'étranger. Parce qu'il n'a pas à aller sur le net, parce que n'importe quelle puissance étrangère peut interférer également. Hein. Du moment que vous envoyez des données par le net, c'est une question de sécurité nationale, que ce soit pour l'un ou que ce soit pour l'autre. Donc, ça peut être un argument judiciaire pour Trump de dire « Ah oui, mais attendez, non seulement au niveau des bureaux de vote et tout, il y a eu des magouilles, on a retrouvé aussi des sacs, des colis postaux avec des bulletins de vote, mais là, les informations sont passées par l'Espagne, par l'Allemagne, etc. Donc, les militaires ont saisi un petit peu tous les ordinateurs, toutes les pièces comptables. Donc, ça donne du grain à moudre à l'équipe à Trump. Voilà, je ne rentre pas dans... Il va faire ci, il va faire ça, mais voilà, on m'a également parlé d'un revenu universel à tous qui s'appelle le GESARA. Voilà. Bon, et bon, alors, il y a aussi des gros problèmes aux États-Unis de pédophilie. Alors, il y aurait 200 000 actes d'accusation scellés déposés dans les tribunaux fédéraux pour exploitation sexuelle d'enfants, d'adultes, torture, crimes, trafic d'organes, détournement d'argent, voilà. Hein. Alors, on rajoute la fraude électorale. Voilà. On nous dit, il semblerait que le moment est venu avec le plus grand piège jamais construit pour les faire tomber. Voilà. Dans de nombreux pays, les troupes ont été placées, elles attendent les ordres pour réaliser un nettoyage. Bon, si ça arrive, je me frotterai les mains, mais j'attends. Hein, mais notamment sur un site espagnol, El Diestro, j'ai vu, ça devait être mi-novembre, des allégations de fraude électorale aux États-Unis, et une dame qui travaillait, Melissa Caron, qui a participé à l'élection présidentielle au Détroit Convention de Santerre en tant qu'assistante informatique donc de la société prestataire Dominion, a indiqué que les votes pour le candidat démocrate ont été comptés jusqu'à 8 fois au cours ce qu'il appelle des tabulations, bon, c'est un problème de traduction, hein, qui ont lieu entre le 3 novembre et le 4 novembre. Elle a été chargée, si vous voulez, d'apporter une assistance technique, hein, sur les machines, et il y a eu un problème, et donc elle a dénoncé ce qui s'est passé. À un moment donné, l'un des votes est resté coincé dans la machine, et après ça fonctionnait comme un scanner, et du coup ça dupliquait. Alors si le mode vote pour Biden était coincé, et du coup ça dupliquait, et donc ça comptait autant de votes, et jusqu'à 50 votes pour Biden avec un seul vote. Vous voyez, c'est bon, c'est pas évident de partir avec une explication française sur une traduction espagnole. Hein. Voilà. Donc, ils auraient dû supprimer, les responsables du bureau de vote auraient dû supprimer les votes qui avaient été comptés jusqu'à ce coincement, cet embouteillage sur la machine, pour éviter donc le double emploi. Mais les responsables du dépouillement ne l'ont pas fait. Voilà. Et donc, il y a une vidéo de reportage, et on lui dit, mais est-ce que vous pensez qu'il s'incline plus pour un candidat ou pour l'autre? Ah oui, complètement, répond Mélissa. Que voulez-vous nous dire? Ah ben, Biden, je n'ai pas vu un seul bulletin de vote, pas un seul bulletin de vote pour Trump. Tout le temps que j'y étais, je n'ai pas vu un seul, j'y suis allé pendant 24 heures. Et elle est également témoin de fourgonnettes qui sont arrivées tôt le matin, mais d'un pas vu ce qu'elles ont déchargé à ce moment-là. Voilà. Hein. Mais combien de membres du personnel de Dominion étaient là ce soir-là? Oui, ce soir était... Hein. Elle a répondu 4, mais c'était tous des partisans de Biden. Voilà. Donc, en cherchant, voilà, alors, l'état de... Quand vous voyez ce que nous disent les médias français, bon. Je voudrais revenir sur un tout petit point de détail aussi. L'état de santé de Joe Biden a fait régulièrement l'objet de spéculations pendant la campagne. Il a été précédemment victime de 2 attaques cérébrales, d'une embolie pulmonaire et d'une thrombose veineuse profonde. Vous l'avez vu, il a fait certaines déclarations incohérentes et son apparence éteinte pose des questions. Hein.
D'ailleurs, Donald Trump le qualifiait d'endormi. Il s'appelait ça Sleepy Joe. Voilà. Il a quand même refusé de passer un test neuropsychologique. Voilà. Il se défend d'être sénile et fait publier par son médecin traitant un bulletin de santé, mais qui n'évoque cependant pas ses capacités mentales. Voilà. C'est pour ça qu'ils ont choisi une jeune vice-présidente, enfin jeune, elle a une cinquantaine d'années. Voilà. Bon, il faut savoir qu'il y a beaucoup de politiques sur Joe Biden qui sont étouffés, mais il y avait des allégations de contact physique inappropriés sur des enfants, sur des femmes, même des accusations de viol, des accusations de propos jugés racistes. Savez-vous qu'il était candidat en 2008 contre Obama? Et il ose dire sur... Alors, pour vous dire, on parle de Trump, mais regardez qu'a dit ce monsieur. Monsieur Obama est le premier Afro-Américain populaire qui est intelligent et s'exprime bien, et il est propre sur lui. Monsieur Biden qui parlait de Monsieur Obama en 2008. Vous voyez? Voilà. Hein. Et qu'est-ce qu'il nous dit le 8 août 2019, lors d'un meeting dans l'Iowa sur l'égalité sociale dans l'éducation, il tient les propos suivants. Les enfants pauvres sont aussi intelligents que les enfants blancs. Il se corrige directement et rajoute que les enfants riches, les enfants noirs, les enfants asiatiques. Voilà. Alors... Cet incident avait eu lieu peu après avoir affirmé que Donald Trump a attisé les flammes de la suprématie blanche. Et donc, on disait que Trump était raciste, mais comme vous pouvez le voir, les mots même de Biden, parlant des enfants riches et noirs, enfin, ou noirs, voilà. Il a énormément fait de gaffe, hein, en 2020 d'ailleurs, et il confond Theresa May et Margaret Thatcher, hein, qui était décédée depuis un moment. Hein. Il relate dans un discours une remise de décoration en Afghanistan à laquelle il n'a en réalité jamais participé. Hein. Il est dans un endroit, il dit « j'adore le Vermont », mais en fin de compte, il est dans le New Hampshire. Voilà. Hein. Donc, un comportement spécial, des déclarations spécifiques, on peut s'interroger sur sa santé mentale. Et donc, Donald Trump ne s'est pas gêné d'attaquer là-dessus. Hein. On lui reprochait aussi des blagues sur les serveurs de restaurants homosexuels. Voilà. Hein. Donc, en fin de compte, le middle name de Joe Biden est Robinette. Hein. Son nom complet est Joseph Robinette Biden. Hein. Donc, une origine française, mais les Robinette ne sont pas venus avec Lafayette. Ils descendraient d'un certain Allen Robinette, un huguenot d'une famille française qui était réfugié en Angleterre, qui était ce qu'on appelle un quaker, et qui arrive au niveau monde en 1682. Voilà. À l'époque, il y avait un monsieur qui était quaker aussi, qui s'appelait William Penn, et qui a fondé la Pennsylvanie. Voilà. Bien, écoutez, je vous ai donné un maximum d'éléments. Et puis, on va continuer. Hein. Je vous remercie de partager. Je crois plus que 6 jours de sang sur Facebook. J'en commence à en voir la fin. Bon, on va voir. On va avoir des nouvelles sur Trump. Mais il va jouer sur ce système-là, comme je vous l'ai expliqué. Je pense qu'il va jouer là-dessus. Pas trop sur le recomptage, mais le fait que ça passe par différents circuits, déjà, c'est une atteinte à l'intégrité du vote, si vous voulez. Et donc, on peut l'annuler par la juridiction, etc. Il y a quand même des gens qui sont des têtes, qui étaient procureurs, qui ont fait des allocutions au micro et tout. Alors, la presse dit, oui, mais ils n'ont pas de preuves et tout. Mais les preuves, c'est pour les juges. Et c'est les juges qui jugent, c'est le cas de le dire, qui donnent leur avis en fonction des éléments. L'équipe à Trump fait des annonces, mais fait des annonces à la presse, mais sans donner les détails. On ne va pas dire « Ah, monsieur un tel, il a dit ci, monsieur machin, il a dit ça », parce que les gens, après, ils vont avoir un accident de voiture, hein, on est d'accord. Et les témoignages vont disparaître. Non, donc ils annoncent. Alors, ceux qui ne veulent pas le croire, ça leur paraît bidon, mais est-ce que certaines autorités judiciaires vont penser que les preuves apportées par Trump, l'équipe de Trump, sont légales, et que du coup, il va avoir une élection faite différemment par le Sénat, je ne sais trop quoi, voilà. Mais plus en tenant compte des résultats, parce que ces résultats peuvent être tronqués, et on vous balance le Venezuela et la Chine qui peuvent être comme intervenants par rapport
aux transmissions et au trucage des algorithmes sur les machines de la société Dominion. Voilà. Bon, on verra, c'est très très ardu. Il y a beaucoup de gens qui crient déjà victoire en disant chic, chic, tant mieux, on va faire la grande lessive, on va virer tous les mondialistes. Moi je veux bien, ça ne me dérange absolument pas. Mais j'attends pour voir, parce que bon, avant de sauter au plafond. Allez, je vous laisse. Nous sommes samedi après-midi. Je vous souhaite un bonne fin de week-end, un bon dimanche. Et puis, on attend des nouvelles. Et à la semaine prochaine. Merci en tous les cas. Je vous demande de partager, de faire votre possible. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Un salut fraternel à tous. Merci. Au revoir.